Bon, nous allons traiter aujourd'hui l'exercice 11. L'exercice 11, donc, de la série de TD sur la théorie de l'échantillonnage et l'estimation. Alors, exercice 11, en fait, pour cet exercice, la première partie de cet exercice, elle est déjà corrigée dans le livre. Donc, je vais aller rapidement sur cette première partie. D'accord? Et aborder, évidemment, par la suite, la deuxième partie de ce même exercice. Alors, première chose, c'est, comme d'habitude, présentation des données du problème. Alors je dois évidemment, on doit lire attentivement l'énoncé. D'accord? Alors, un analyste financier étudie les comptes de 200 clients ayant souscrit un emprunt. À partir d'un échantillon de 20 comptes, il a établi les données réduites suivantes exprimées en dirhams. Alors, X bar, c'est 1500, et la somme des carrés des écarts, en fait, c'est 4 millions. En supposant que les données sont gaussiennes, donner une estimation ponctuelle de M, soit de moyen d'un compte, et de son écart type. Deuxièmement, donner des intervalles de confiance à 95% de M et écart type. Alors, pour donc traiter première partie de cet exercice, d'accord? Première chose à faire, c'est de présenter, donc, comme indiqué tout à l'heure, présenter donc les données du problème. Alors, la population ici, en fait, c'est l'ensemble des clients. Et la taille de la population est donnée. N égale 200. L'échantillon est de dimension N égale 20. D'accord? Quelle est la variable qui nous intéresse ici? C'est la variable sort du compte. Et cette variable sort du compte, c'est une variable normale, d'après les données, d'après donc l'exercice, d'après les données de l'exercice 11. D'accord? Autre élément, le taux de sondage ici peut être considéré comme faible. Le taux de sondage, c'est taille de l'échantillon sur taille de la population. Et ici, ce taux de sondage est inférieur ou égal à 0,1. Par conséquent, le sondage effectué peut être assimilé à un sondage avec remise. D'accord? Alors, ici, en fait, on n'a pas besoin, si vous voulez, de cette hypothèse, en fait. Pourquoi? Parce que la taille de la population est donnée. Donc, on peut très bien utiliser, dans ce cas, les estimateurs exhaustifs. On peut très bien se situer dans le cas exhaustif, sans problème, puisque N est donné, quand N est donné. D'accord? Mais, en général, et pratiquement, on n'utilise jamais les estimateurs exhaustifs. D'accord? On n'utilise jamais ces estimateurs, tout simplement parce que la taille de la population, donc d'une part, la taille de la population est généralement inconnue, on ne la donne pas, d'accord? Et ce n'est pas le cas ici. Et deuxième élément, c'est que le taux de sondage est généralement faible. D'où l'intérêt des sondages. D'accord?
l'intérêt de faire un sondage, c'est que justement le taux de sondage est faible, généralement. D'accord? Alors, en plus de ça, les estimateurs exhaustifs, comme on l'a vu dans le cours, sont lourds à utiliser. D'accord? Donc, tous ces éléments, tous ces éléments, les éléments que je viens d'indiquer, justement, nous incitent ou nous permettent, d'accord, nous permettent d'utiliser généralement, les estimateurs non exhaustifs. D'accord? Donc, comme on le voit ici, la taille N, la taille de la population est donnée, mais on peut se permettre quand même d'utiliser les estimateurs non exhaustifs parce que le taux de sondage est faible, comme c'est le cas en général. D'accord? Alors, pour estimer la variance, d'accord, on utilise la quasi-variance d'échantillonnage, c'est-à-dire un estimateur non exhaustif. D'accord? À partir de là, je peux déduire, alors, à partir de ces éléments, d'accord? Et étant donné qu'on a besoin d'estimer par intervalle de confiance le paramètre n, donc j'ai besoin, d'accord, de cette variable centrée réduite. Vous reconnaissez ici l'estimateur de la moyenne, d'accord? Alors, moins n sur, en fait, l'écart type sur racine de n me donne la variable centrée réduite. Alors, l'écart type n'est pas donné, l'écart type est inconnu, comme c'est le cas en général. Donc, je vais remplacer l'écart type par l'estimateur de l'écart type. Alors, qu'est-ce que j'obtiens en fait? Le rapport, en fait, c'est une variable de student. D'accord? On l'a montré, on a démontré dans le livre, d'accord, que ce rapport suit la loi de student à n-1 degré de liberté. Alors, n pour nous, c'est 20, 20 moins 1, c'est 19. Donc, le rapport suit la loi de student à n-1 à 19 degrés de liberté. Alors, je ne peux pas remplacer la loi de student par la loi normale dans ce cas, parce que le nombre de degrés de liberté est inférieur, largement inférieur à 30. Donc, je ne peux pas remplacer la loi de student par la loi normale, comme on l'a vu au calcul des probabilités. D'accord? Alors, j'ai besoin aussi d'estimer par intervalle de confiance l'écart type. Donc, j'ai besoin de la loi de l'estimateur de la variance. D'accord? Donc, pour avoir la loi de l'estimateur de la variance, il suffit de multiplier par n-1, diviser par sigma 2, la quasi-variance d'échantillonnage, l'estimateur de la variance. D'accord? Pour avoir la loi donc du rapport. Et à partir donc de l'encadrement de ce rapport, je peux déduire un encadrement pour l'écart type. D'accord? Comme on l'a vu auparavant, comme on l'a vu donc précédemment. D'accord? Alors, commençons maintenant par donc répondre à la première question, évidemment. Donner une estimation ponctuelle de M, solde moyen d'un compte et de son écart type. D'accord? Alors, donc, j'ai ici, en fait, j'ai tous les éléments pour pouvoir répondre aux différentes questions de l'exercice. D'accord? Alors, d'après donc les données du problème, les estimations ponctuelles de M et écart type sont les suivantes. Alors, pour l'estimation du solde moyen des 200 clients, d'accord? L'estimation, en fait, elle est déjà donnée, d'accord? L'exercice ou l'énoncé de l'exercice nous donne l'estimation du solde moyen
estimation donc du solde moyen d'un compte. Solde moyen des comptes en fait. Solde moyen des comptes des 200 clients. Donc ça c'est déjà donné. D'accord. Alors pour maintenant l'estimation de la variance. Évidemment, j'utilise le meilleur estimateur de la variance. D'accord. Alors pour avoir une estimation de la variance, d'accord, j'utilise, comme j'ai dit, le meilleur estimateur de la variance. D'accord. Alors, la meilleure estimation de la variance, c'est la valeur que prend cet estimateur dans l'échantillon, dans cet échantillon. D'accord. Alors, dans cet échantillon, cet estimateur prend la valeur somme des carrés des écarts sur n-1. D'accord. Je prends la racine carrée pour avoir donc une estimation de l'écart type. D'accord. Donc, Sn, en fait, c'est une estimation de l'écart type des soldes, l'écart type donc des soldes. D'accord. Alors, la somme des carrés des écarts, c'est 4 millions. D'accord. Sur 19. D'accord. Je prends la racine carrée, j'obtiens 458,83 comme estimation ponctuelle de l'écart type. D'accord. Alors maintenant, pour l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance pour le paramètre M. Alors, je vais procéder donc par étapes, comme indiqué dans la séance 13 du cours. D'accord. La première chose à faire, la première étape consiste à en fait encadrer le rapport. En fait, la variable centrée réduite. D'accord. Pourquoi? Pour trouver la valeur critique, T alpha sur 2. D'accord. Si j'encadre donc cette variable centrée réduite, d'accord, je peux donc calculer de cette façon la valeur critique, T alpha sur 2. D'accord. Pour alpha égale 5%, évidemment. D'accord. Pour un niveau de confiance de 95% et un degré de liberté de 19. D'accord. Donc, en utilisant une table, comme on l'a vu précédemment, on peut calculer ou déterminer la valeur critique. Alors, à partir donc de l'encadrement de la variable centrée réduite, je peux déduire un encadrement pour le paramètre qui m'intéresse dans une deuxième étape. Là, je vais rapidement, mais il faut être méthodique à chaque occasion. Chaque fois qu'on veut estimer par intervalle de confiance, la première étape consiste donc à calculer les valeurs critiques. D'accord? Calculer la valeur critique ou les valeurs critiques. D'accord? En encadrant ici la variable centrée réduite. D'accord? La deuxième étape consiste à déduire à partir de l'encadrement de la variable centrée réduite un encadrement pour le paramètre qui nous intéresse. Ici, c'est M. D'accord? Troisième étape, d'accord? La troisième étape consiste à considérer donc l'échantillon, un échantillon particulier, d'accord? Et ici, dans ce cas, je vais considérer évidemment l'échantillon particulier considéré par l'énoncé, d'accord? Alors, dans l'échantillon particulier, l'estimateur de la moyenne, l'estimateur du solde moyen prend cette valeur particulière, 1500. La valeur critique, je l'ai déterminée auparavant. Sn, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 458,83. D'accord?
et la taille de l'échantillon, je la connais. Donc, aucun problème pour encadrer, donc encadrer finalement le paramètre qui m'intéresse. Alors, évidemment, il serait préférable de donner à la fin une interprétation du résultat. Étant donné donc l'échantillon et le niveau de confiance, on va dire qu'il est fort probable que le solde moyen des 200 clients appartienne à l'intervalle donc 1286,26 et 1714,74. Alors, j'ai laissé deux chiffres après la virgule parce qu'il s'agit de dirhams. Donc, ici, il y a les centimes. D'accord? Évidemment. Alors, voilà donc pour paramètre M. Maintenant, pour le paramètre écart type, pour donc encadrer l'écart type donc des soldes, des comptes. D'accord? Alors, la démarche est la même que tout à l'heure. La démarche reste la même que tout à l'heure. Alors, la première chose, c'est d'encadrer, dans ce cas, ce rapport, parce qu'il s'agit en fait d'estimer, donc il s'agit d'estimer par intervalle de confiance l'écart type. D'accord? Je connais la loi de ce rapport. Donc, à partir de l'encadrement de ce rapport, je vais déduire un encadrement pour l'écart type. D'accord? Donc, première étape, encadrer donc le rapport de tout à l'heure, qui est une variable de qui2. Pour trouver pourquoi on fait ça? Tout simplement pour déterminer les valeurs critiques. D'accord? Qui2 1 moins alpha sur 2 et qui2 alpha sur 2. On a deux valeurs critiques à déterminer dans ce cas, parce que, comme vous le savez, la loi de qui2, c'est une loi qui n'est pas symétrique. D'accord? Et dans ce cas, on ne peut pas remplacer la loi de qui2 par la loi normale, parce que le nombre de degrés de liberté est égal à 19. D'accord? Pour pouvoir donc remplacer, comme vous le savez, la loi de qui2 par la loi normale, il faut que le nombre de degrés de liberté soit supérieur ou égal à 30. Ce n'est pas le cas ici. Alors, si le cas le permet, il ne faut pas oublier de centrer et réduire. Comment? Il faut revenir au cours. Donc, dans ce cas-ci, si on peut remplacer la loi de qui2 par la loi normale, d'accord, il ne faut pas oublier de centrer et réduire pour pouvoir utiliser la loi normale centrée et réduite. D'accord? Alors, dans ce cas, on est obligé de continuer avec la loi de qui2. Alors, donc, première étape, encadrer le rapport, qui est une variable de qui2, d'accord, pour trouver les valeurs critiques, borne inférieure, borne supérieure. D'accord? Alors, à partir de là, à partir de l'encadrement donc du rapport, je peux encadrer, je peux déduire en fait un encadrement pour l'écart type. D'accord? Voilà, si vous voulez, la deuxième étape. La troisième étape, troisième et dernière étape, ou avant-dernière étape, c'est considérer donc un échantillon particulier. D'accord? Et toujours, donc, évidemment, je vais considérer l'échantillon particulier de l'énoncé. D'accord? Et dans cet échantillon particulier, l'estimateur de la variance va prendre cette valeur particulière, S de n. D'accord? Les différents autres paramètres, d'accord, sont soit donnés, c'est le cas de n, soit déterminés, comme c'est le cas des qui de 1 moins alpha sur 2 et de qui de alpha sur 2. Et le tour est joué donc dans cet échantillon particulier
d'accord, S de n prend cette valeur particulière, l'estimateur donc de la variance prend cette valeur particulière, n c'est 20, c'est toujours 20, 20 moins 1 c'est 19, et la valeur, les valeurs critiques ont été calculées tout à l'heure. Donc aucun problème pour obtenir un encadrement pour les cas types. D'accord? D'accord? Et il faut, de préférence, il faut donc donner une interprétation du résultat obtenu. D'accord? Dans ce cas, on peut dire que au seuil de confiance de 0,95, et d'après les données donc, du problème, l'écart type appartient donc vraisemblablement, l'écart type donc des dépenses, l'écart type donc des soldes, d'accord, varie vraisemblablement entre 348,95 et 670,02 dirhams. D'accord. N'oubliez pas que l'écart type, l'écart type donc s'exprime dans la même unité de mesure que la variable. Alors, voilà donc pour la première partie de cet exercice, première partie que vous allez trouver corrigée dans le livre. D'accord? Donc, vous avez déjà dans le livre. Alors maintenant, deuxième partie. L'échantillon en question est composé de 10 hommes et 10 femmes. Les données réduites relatives aux deux catégories sont les suivantes. Donc, on nous donne le solde moyen pour les hommes et la somme des carrés des écarts. Le solde moyen pour les femmes et la somme des carrés des écarts. Alors, première question, donnez les lois de la moyenne d'échantillonnage ou des moyennes d'échantillonnage, x par h et x par f, et de la différence des moyennes d'échantillonnage. D'accord? On nous demande de donner aussi la loi du rapport S de h sur S de f, d'estimer par intervalle de confiance la différence des soldes moyens à 95%. Et quatrième question, le solde moyen pour les hommes est-il supérieur à celui des femmes? Là, il s'agit d'un test. D'accord? Donc, la dernière question, on va la laisser pour plus tard. D'accord? Donc, on va donc traiter les quatre questions de cette deuxième partie de l'exercice. Alors, commençons d'abord par les lois de x par h et x par f. D'accord? Alors, en fait, x bar h, c'est une combinaison, comme on l'a vu dans le cours, c'est une combinaison de variables normales dans ce cas, puisque x est une variable normale. Donc, une combinaison de variables normales, comme on l'a vu dans le cours de calcul des probabilités, une combinaison de variables normales reste une variable normale. C'est une variable normale. Donc, x bar h, c'est une variable normale. D'accord? X bar h suit la loi normale de paramètres mh et S de h sur mh. D'accord? Ça, c'est l'espérance d'X par h. Et ça, c'est la variance. Évidemment, variance, on se situe toujours dans le cas non exhaustif. D'accord? J'ai remplacé, attention, il ne faut pas mettre ici l'estimateur de la variance. D'accord? J'ai ici une estimation, la meilleure estimation de la variance de la population. D'accord? Les paramètres, ce sont des nombres. Des nombres. C'est des nombres, ce n'est pas des variables aléatoires. D'accord? Alors, maintenant, si je remplace l'écart type par l'estimateur, d'accord? Et je considère la variable centrée réduite,
d'accord, j'obtiens une variable de student. C'est-à-dire le rapport, si je remplace les quartiers par l'estimateur, d'accord, comme démontré dans le cours, toujours, le rapport, c'est une variable de student. Le rapport suit la loi de student, d'accord. La loi de student a 9 degrés de liberté dans ce cas, puisque NH, c'est 10. D'accord. Alors, euh, ce n'est pas tout à fait, terminé pour déterminer la loi d'une variable aléatoire. D'accord. Pour déterminer la loi d'une variable aléatoire, il ne suffit pas de dire, par exemple, que la variable est une variable binomiale, ou suit la loi binomiale, ou bien suit la loi hypergéométrique, etc. Il faut en plus donner les paramètres de la loi. Alors, MH pour nous, MH n'est pas connu. Le solde moyen, le solde moyen des comptes pour les hommes, le solde moyen des comptes des hommes n'est pas connu. D'accord. Donc, on va l'estimer. D'accord. En considérant évidemment les données, comme d'habitude, les données du problème. X bar H, on nous la donne, c'est 1600. Donc, on peut considérer, on peut donc considérer X bar H comme donc une estimation du solde moyen des comptes des hommes. D'accord. Alors, je fais la même chose pour l'estimation de la variance. L'estimation de la variance, je peux l'avoir à partir donc des données toujours de mon problème. J'ai la somme des carrés des écarts, donc il suffit de diviser la somme des carrés des écarts par nh moins s, c'est-à-dire 9, et divisé par nh pour trouver donc la variance de la moyenne d'échantillonnage dans ce cas. D'accord. Et voilà, donc j'ai donc déterminé la loi de x bar h dans ce cas. Alors, pour la variable centrée réduite, d'accord, je peux remplacer les paramètres inconnus par leur estimation. MH, je peux la remplacer par x bar h. Et NH, et les données, c'est 10. Donc, je peux encore écrire la variable centrée réduite de cette façon. D'accord. Alors, je peux faire la même chose pour la moyenne d'échantillonnage, c'est-à-dire la moyenne d'échantillonnage ou l'estimateur de la moyenne, l'estimateur du solde moyen des femmes. D'accord. Je procède exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc, on montre que f suit la loi normale du paramètre mf et s de f sur nf. D'accord. À partir de là, je peux déduire la variable centrée réduite. D'accord. Alors, je peux, comme tout à l'heure, remplacer les variables, les paramètres, en fait, les paramètres par leur estimation pour déterminer correctement la loi donc de la variable en question, la variable aléatoire en question. L'estimateur, la loi en fait de l'estimateur considéré. Alors maintenant, pour la différence des estimateurs. Pour la différence des estimateurs, on montre que la différence des estimateurs suit également la loi normale. D'accord. J'ai une combinaison en fait de variables normales. Donc, une combinaison de variables normales, comme vous le savez, c'est une variable
c'est une variable normale. D'accord? De paramètres l'espérance et l'écart type. J'ai ici l'espérance de la différence des estimateurs. D'accord? Et j'ai ici l'écart type. À partir de là, je peux déduire la variable sont très réduite. À partir de là, je peux déduire la variable sont très réduite. D'accord? Mais vous avez constaté que j'ai remplacé l'écart type par l'estimateur, par son estimateur. Et donc, le rapport, c'est une student. Mais une student, en fait, a NH plus NF moins 2 degrés de liberté. D'accord? Le nombre de degrés de liberté dans ce cas, c'est en fait la somme des degrés de liberté, c'est-à-dire NH-1 plus NF-1. D'accord? Le rapport, donc, le rapport dans ce cas suit une loi de Student, d'accord, à NH plus NF moins 2 degrés de liberté, c'est-à-dire à 18 degrés de liberté. D'accord? Alors, voilà donc pour la loi donc, de la différence des estimateurs. Maintenant, pour la loi, en fait, du rapport S de H sur S de F. Alors, S de H, c'est en fait l'estimateur de la variance des soldes des hommes. S de F, évidemment, c'est l'estimateur, le meilleur estimateur de la variance des soldes des femmes. Alors, on se situe dans le cas non exhaustif comme d'habitude. D'accord? Je sais que le meilleur estimateur de la variance, c'est la somme des carrés des écarts divisé par n-1. D'accord? Multiplié par n-1 divisé par la variance, j'obtiens une qui 2. Donc, je peux encore écrire que le rapport S de H sur la variance égale ma variable de qui 2 sur n-1. Je peux faire la même chose pour les femmes. D'accord? Alors maintenant, le rapport, en fait, de ces deux quantités, le rapport, en fait, de ces deux rapports, d'accord? C'est le rapport, en fait, des deux qui 2 que j'ai ici, d'accord? Divisé par le nombre de degrés de liberté. D'accord? Donc, à partir de là, je peux déduire que ce rapport, ce n'est autre que le rapport de 2 qui 2, divisé par le nombre de degrés de liberté. C'est-à-dire, ce que j'ai ici, en fait, c'est une variable f, comme on l'a vu dans le cours, toujours. D'accord? C'est une f. Alors, la loi f dépend, en fait, de deux nombres de degrés de liberté. D'accord? NH-1 et NF-1 dans ce cas. NH-1, c'est toujours le nombre de degrés de liberté de la variable de qui 2 qui se trouve au numérateur. Et le deuxième nombre de degrés de liberté, d'accord, figure au dénominateur. C'est le nombre de degrés de liberté de la variable de qui 2 qui se trouve au dénominateur. Alors, sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire sous l'hypothèse d'égalité des variances. D'accord? Ce rapport s'écrit tout simplement comme le rapport des estimateurs de la variance. D'accord? Et ce rapport des estimateurs de la variance suit toujours la loi F de paramètres. En fait, dans ce cas, 9,9. Puisque NH c'est 10 et NF c'est 12. La taille, donc, la taille de l'échantillon des hommes, c'est 10. Et la taille de l'échantillon des femmes, c'est toujours 10.
Alors, voilà donc pour la deuxième question. Maintenant, passons à la troisième question. Estimer par intervalle de confiance la différence des soldes moyens à 95%. Alors, la démarche est la même que précédemment. Donc, la première chose à faire, je vais encadrer donc la différence des soldes moyens. Donc, je dois considérer en fait l'estimateur de la différence des soldes. D'accord? Je dois considérer l'estimateur de la différence des soldes. D'accord? Et la loi de cet estimateur, en fait. J'ai besoin donc de l'estimateur de la différence des soldes et de la loi de cet estimateur. Alors, en fait, la loi de cet estimateur, d'accord, je considère en fait la variable centrée réduite. Donc, la variable centrée réduite, d'accord, je connais la loi de la variable centrée réduite, qui est la loi de la variable centrée réduite, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est une loi de Student à 18 degrés de liberté. D'accord? Alors, la démarche, vous la connaissez. D'accord? La première étape consiste à déterminer la valeur critique. Alors, comment on obtient les valeurs critiques? Il suffit en fait, d'encadrer la variable t. C'est-à-dire, cette variable centrée réduite. Il suffit d'encadrer dans une première étape la variable centrée réduite pour trouver la valeur critique de alpha sur 2. Donc, connaissant le niveau de confiance qui est de 0,95, connaissant le nombre de degrés de liberté de notre variable de student, on peut déterminer donc la valeur critique en utilisant la table de la loi de student, évidemment. D'accord? Donc, aucun problème pour déterminer la valeur critique. Donc, une fois la valeur critique déterminée, alors, étape suivante consiste donc à déduire à partir de l'encadrement de la variable, l'encadrement donc de la variable centrée réduite. L'étape suivante donc consiste à déduire à partir de l'encadrement de la variable centrée réduite un encadrement pour en fait le paramètre qui m'intéresse. À partir donc de l'encadrement de la variable t, je déduis un encadrement pour le paramètre en fait m bar. D'accord? Je m'intéresse en fait à la différence des soldes moyens. D'accord? Donc à partir donc, de l'encadrement de la variable t, je vais déduire un encadrement pour la différence des soldes moyens. Différence des soldes moyens. Alors, dans l'échantillon, à partir donc des deux échantillons, je peux déterminer un encadrement pour le paramètre n. Alors, dans l'échantillon particulier, à partir donc de l'échantillon des soldes, des soldes, voilà, l'échantillon des soldes, l'échantillon donc des hommes, à partir du solde en fait donc à partir de l'échantillon des hommes, je peux calculer, je peux avoir le solde moyen des hommes. Alors, à partir donc du deuxième échantillon, celui des femmes, je peux avoir le solde moyen des femmes. T alpha sur 2 a été déjà calculé. S, l'estimation des variances a été déjà calculée auparavant. D'accord? On a déjà calculé
variance des non, on n'a pas déjà calculé, mais on peut calculer facilement une estimation des variances des soldes pour les hommes. On a la somme des carrés des écarts, d'accord, divisé par n-1, nh-1 plus exactement, et le tour est joué. J'ai une estimation de la variance, des soldes pour les hommes. D'accord? Je fais la même chose pour la variance, pour estimer, je procède de la même façon pour estimer donc la variance des soldes pour les femmes. Donc la somme des carrés, j'ai la somme des carrés des écarts, il suffit de la diviser par 9, d'accord? Et j'ai donc une estimation de la variance des soldes pour les femmes. Le taux joué NH et NF sont donnés, donc je peux donc déterminer facilement à partir de là l'encadrement pour la différence des soldes que j'ai noté M bar. Alors, d'accord. Et il ne faut pas oublier d'interpréter de préférence le résultat. D'accord. Alors, dans ce cas, évidemment, il faut, on peut dire que il faut donc interpréter, donc il faut donner une interprétation classique, c'est-à-dire étant donné alpha égale 5%, ou bien étant donné le niveau de confiance de 95%, d'accord, et étant donné les données du problème, d'accord, il est vraisemblable que le solde moyen des comptes varie entre moins 242,93 dirhams et 642,93 dirhams. D'accord? Donc, voilà l'interprétation qu'on peut donner dans ce cas. Alors, la dernière ou l'avant-dernière question, quatrièmement, en supposant que les données sont quotientes, donc là je ne fais que reprendre la question, le solde moyen pour les hommes, MH, est-il supérieur à celui des femmes? D'accord? Alors, ici, évidemment, on va revenir dans la deuxième partie des travaux dirigés sur les questions de test, d'accord? Mais on peut déjà, à ce niveau, d'accord, répondre à cette question, en fait, d'accord, par avance sur ce qu'on va voir, donc un peu plus tard. Alors, pour les tests, la première, donc il faut être méthodique là encore, donc il faut procéder par étapes. La première étape consiste à formuler le test. Alors ici il s'agit d'un test de comparaison de deux moyens. D'accord? Il s'agit d'un test de comparaison de deux moyennes, puisque la question, donc évidemment, on va formuler le test à partir de la question. La question est la suivante: le solde moyen pour les hommes est-il supérieur à celui des femmes? Donc, il s'agit de comparer donc, les soldes moyens pour les deux catégories de personnes. D'accord? Plus exactement, donc, il s'agit donc de tester l'hypothèse que MH est supérieur à MF. Solde moyen pour les hommes, comme on a noté MH, supérieur
au solde moyen pour les pas. Donc l'hypothèse alternative, c'est MH supérieur à MF contre l'hypothèse nulle habituelle, MH égale MF. Donc je teste l'hypothèse de supériorité contre l'hypothèse d'égalité. Alors, dans ce cas, évidemment, il s'agit d'un test unilatéral à droite. Je teste l'hypothèse d'égalité contre l'hypothèse de supériorité. Donc, il s'agit d'un test unilatéral à droite. D'accord? Alors, on va revenir sur cette, appellation. D'accord? Dans la suite. Alors, la deuxième étape consiste à fixer alpha. D'accord? Si on ne nous donne pas alpha, on fixe généralement alpha à 5%. D'accord? Troisième étape, construction de la fonction discriminante du test. Alors, la fonction discriminante du test, puisqu'il s'agit de comparer donc deux paramètres, d'accord? La fonction discriminante, donc, c'est en fait la fonction discriminante de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette fonction. D'accord? Donc, il s'agit de comparer MH et MF. Donc, je dois considérer l'estimateur de la différence des estimateurs. Je dois considérer, en fait, la différence des estimateurs, puisque il s'agit de comparer donc MH et MF. Donc, tout à l'heure, donc, dans la formulation, évidemment, je peux encore écrire l'hypothèse nulle, MH moins MF égale 0. Je peux écrire l'hypothèse alternative, MH moins MF supérieur à 0. Donc, je peux encore écrire, formuler ou écrire les hypothèses nulles et alternatives de cette façon. Donc, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est la différence. Le paramètre qui m'intéresse, ou le paramètre sur lequel porte le test, c'est la différence des paramètres. Donc, je dois considérer la différence des estimateurs. D'accord? Et la différence des estimateurs, d'accord, je dois avoir la loi de la différence des estimateurs. Alors, je sais que la variable centre est réduite, c'est-à-dire si je soustrais l'espérance et si je soustrais l'espérance et je divise par l'écart type, j'obtiens une student. Donc, voilà, j'ai la loi donc de ma fonction discriminante du test. D'accord? Et donc, le rapport suit la loi de student à 18 degrés de liberté, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, sous l'hypothèse nulle, la fonction je vais écrire la fonction discriminante. La fonction discriminante du test s'écrit encore comme différence des estimateurs sur écart type. Dans le cas, sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire MH égale MF. D'accord? Cet élément, c'est 0. Donc, il me reste X par H, différence des estimateurs sur écart type, sous l'hypothèse nulle. Alors, la quatrième étape consiste donc à déterminer la région d'acceptation. D'accord? Alors, il s'agit d'un test unilatéral à droite, comme on l'a dit. Donc, le rejet se trouve à droite. C'est pourquoi on parle de test unilatéral à droite. D'accord? Parce que la région de rejet se trouve à droite. D'accord? Autrement dit, la probabilité que T soit supérieur à T alpha égale alpha. Alpha étant le risque de rejeter H0 alors que H0 est vrai. D'accord? À partir de là, je peux déduire donc la région d'acceptation. C'est la région T supérieure ou égale à T alpha. D'accord? La probabilité que T soit supérieur ou égal à T alpha, c'est 0,95
évidemment. Alors, à partir de là, je peux déduire la valeur critique T alpha en utilisant une table comme d'habitude. D'accord? C'est 1,734 comme valeur critique. D'accord? Alors, cinquième étape, c'est la règle de décision. Je vais calculer donc la valeur de la fonction discriminante. Je vais calculer la valeur de la fonction discriminante du test. D'accord? C'est ce que j'ai fait ici. Je calcule donc la valeur de la fonction discriminante du test à partir évidemment des données de mon problème. D'accord? X par H, d'accord, prend cette valeur 1600. X par F, pour moi, c'est 1400. S de H, l'estimateur de une estimation de la variance une estimation de la variance des soldes pour les hommes. Je peux la calculer à partir des données de mon problème, 2 200 000 sur 9. D'accord? Je fais la même chose pour les femmes. D'accord? Et le tour est joué. J'ai donc j'ai calculé, ou j'ai en fait, j'ai ici la valeur de ma fonction, de la fonction discriminante du test sous l'hypothèse nulle. Alors, la valeur, je vais comparer la valeur de la fonction discriminante du test à la valeur critique. Alors, vous voyez l'intérêt de considérer la fonction discriminante sous l'hypothèse 0. D'accord? Ça nous permet justement de comparer les soldes moyens, 1600 à 1400. Si la différence est très grande, d'accord, je vais rejeter H0. Donc, pour schématiser, d'accord, si la différence est faible, je vais accepter l'hypothèse nulle, l'hypothèse nulle. D'accord? Ici, la valeur est égale à 0. La valeur de la fonction discriminante est égale à 0,9487, c'est-à-dire inférieure à la valeur critique. D'accord? Inférieure à la valeur critique. Donc, je me trouve dans la région d'acceptation de l'hypothèse nulle. D'accord? Je me trouve dans la région d'acceptation de l'hypothèse nulle. Par conséquent, l'hypothèse nulle est retenue. Donc, la différence, on va considérer, si vous voulez, que la différence n'est pas significative. D'accord? La différence n'est pas significative. Et cette différence est due aux fluctuations d'échantillonnage. D'accord? Donc, dans ce cas, on accepte l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse d'égalité des soldes moyens. D'accord? Alors, voilà donc pour l'exercice, pour la question 4. Donc, comme annoncé tout à l'heure, donc on va laisser la dernière question pour plus tard. D'accord? Lorsqu'on abordera donc les différents points ou les différentes questions des tests. Donc, on va revenir sur cette question un peu plus tard. Alors, passons maintenant à l'exercice 13. L'exercice 13. Alors, l'exercice 13, on va, comme d'habitude, on va présenter les données de notre problème. Alors, il faut évidemment ici, comme d'habitude, lire attentivement l'exercice ou l'énoncé de l'exercice. On désire donc estimer le nombre n d'individus d'une espèce animale. Donc, il s'agit d'estimer la taille de la population. On désire estimer donc le nombre n d'individus d'une espèce animale vivant sur une île. Pour cela, on capture 800 individus. Ces individus sont marqués puis relâchés. Ensuite, on recapture ultérieurement 1000 animaux, parmi lesquels on dénombre 25 animaux marqués.
en déduire une estimation ponctuelle et une estimation par intervalle de confiance à 95% de la proportion d'individus marqués ensuite du nombre n. D'accord? Alors, quels sont les éléments de mon problème? Alors, la population, c'est donc l'ensemble, en fait, des individus, l'ensemble des individus, l'ensemble des animaux, en fait, d'une espèce donnée dans une île. La taille, évidemment, est inconnue et elle est à estimer. Alors, le caractère considéré, c'est le caractère, en fait, considéré, c'est un caractère qualitatif. Le caractère marqué, d'accord? Ou individu marqué. Voilà si je prends je considère donc un individu, donc si j'examine un individu, il est soit marqué, soit non marqué. D'accord? C'est un caractère qualitatif. D'accord? Il s'agit donc d'un caractère, je m'intéresse ici à un caractère qualitatif. Caractère marqué, ou non, si vous voulez. Marqué ou non. Alors, l'échantillon est de taille 1000. D'accord? L'échantillon est de taille 1000. Et le sondage effectué doit être assimilé à un sondage avec remise. On est obligé ici, parce que pour pouvoir donc effectuer les calculs plus tard, on est obligé de considérer que le sondage effectué doit être assimilé à un sondage avec remise. C'est-à-dire, on va donc supposer que le taux de sondage est inférieur ou égal à 10%. D'accord? P, la proportion d'individus marqués, voilà comment je peux l'écrire. C'est 800 sur n. 800, le nombre total d'individus marqués, d'accord, sur le nombre total d'animaux ou le nombre total d'individus de cette population. D'accord? Ça, c'est la proportion d'individus marqués. D'accord? Au niveau de la population tout entière. Au niveau donc de la population tout entière. Alors, on peut raisonnablement supposer que n est supérieur à 30. N, ici, évidemment, est supérieur. N, la taille de l'échantillon, c'est 1000, donc largement supérieur à 30. Et P peut être raisonnablement considérée comme comprise entre 0,1 et 0,9. Donc, on peut remplacer en fait la loi binomiale de la proportion d'échantillonnage par la loi normale. Parce que n'oubliez pas que comme on l'a montré, dans le cas non exhaustif, la proportion d'échantillonnage, d'accord, c'est une variable binomiale. La proportion d'échantillonnage suit la loi binomiale, d'accord. Mais les conditions ici sont les conditions d'approximation d'une loi binomiale par une loi normale sont vérifiées. Donc, on peut considérer que Pn suit la loi normale du paramètre P, racine de Pq sur n. Donc, à partir de là, je peux déduire la loi normale, la variable centrée réduite. La variable centrée réduite, évidemment, suit la loi normale centrée réduite. Alors maintenant, pour l'estimation ponctuelle de P. L'estimation ponctuelle de P est donnée par P peut être estimée par, d'accord, par le nombre d'individus marqués parmi les 1000 individus capturés sur la taille de l'échantillon. C'est la fréquence empirique des individus marqués dans l'échantillon. Donc c'est 25 sur 1000 d'après l'énoncé. Donc c'est 0,025. À partir de là, je peux déduire, à partir de là, donc voilà pour l'estimation ponctuelle déjà de P. Maintenant, pour l'estimation ponctuelle
pardon, l'intervalle de confiance maintenant pour l'encadrement de P. On nous demande de déduire une estimation ponctuelle et un intervalle de confiance à 96% de la proportion d'individus marqués. D'accord? Alors, l'estimation par intervalle de confiance de P, d'accord? Toujours donc procéder par étapes. Là, je suis allé rapidement à la solution, d'accord? Mais vous devez toujours donc toujours procéder par étapes comme indiqué auparavant. D'accord? Alors, on montre que la proportion appartient vraisemblablement à cet intervalle. D'accord? Alors, pour alpha égale 5%, c'est alpha sur 2, c'est 1,96. Fn, pour nous, c'est 0,025. Alors, dans l'échantillon P, la proportion d'individus marqués dans l'échantillon, donc la proportion d'individus marqués est peut être estimée par 0,025. D'accord? 1 moins 0,025, c'est 0,975. D'accord? Et ici, j'ai la taille de l'échantillon. D'accord? Donc, je peux déduire donc facilement, je peux donc donner facilement un encadrement pour la proportion P. D'accord? Donc, on peut dire que la proportion varie vraisemblablement entre 2,23 et 2,77% environ. D'accord? Alors, maintenant, une estimation ponctuelle de N. Je peux l'obtenir à partir donc, des éléments de tout à l'heure. Je sais que P, je peux l'écrire 800 sur N. P étant la proportion d'individus marqués. J'ai marqué 800 individus sur une population totale de N. Donc, à partir de là, je peux déduire que N, la taille de la population, je peux l'écrire 800 sur P. Donc, si je remplace P par son estimation, je peux obtenir une estimation pour N. D'accord? P, si je remplace P par son estimation, qui est de 0,025, donc 800 sur 0,025, j'obtiens 32 000. D'accord? J'obtiens donc une estimation de la taille de la population. Une estimation donc du nombre total d'individus de cette population d'animaux. Alors maintenant, je peux aussi déduire à partir de là l'intervalle de confiance de la taille n. D'accord? Alors, il suffit de considérer l'intervalle de confiance pour P. D'accord? Au lieu de considérer donc une estimation de P, je vais considérer une estimation par intervalle de confiance de P. 800 donc sur 800, je divise 800 par l'estimation par intervalle de confiance de P. Et le tour est joué. D'accord? Fn c'est 0,025, 1,96 c'est déterminé tout à l'heure. Fn, donc c'est l'estimation de P, l'estimation donc du paramètre P à partir de l'échantillon. D'accord? Et le tour est joué. Donc, j'obtiens ici une estimation, un encadrement. J'obtiens ici un encadrement pour la taille de la population. D'accord? Et on va s'arrêter à ce niveau pour aujourd'hui. À la prochaine.